Cette semaine, au podcast Nous ne sommes pas seuls, j'ai rencontré Célestine Houde, une fille de 16 ans. Okay? Vous vous rappellerez tout le long du podcast qu'elle a 16 ans. Cette fille-là est malade. Elle a été une des leaders du mouvement des Carrés jaunes. Elle est une des leaders du mouvement pour le futur Québec, le mouvement pour le climat, la version de Québec. C'est quelqu'un qui bouge, qui est articulé, qui est super intelligente, qui est sensible. Ça m'a donné énormément d'espoir d'entendre une fille de cet âge-là me parler du mouvement qu'elle est en train de monter avec toute une gang de monde de son âge. J'ai vraiment de l'espoir, puis ça va vous faire du bien de l'écouter aussi. On a jasé de laïcité aussi, on a jasé de plein d'autres enjeux. Fait que vraiment, c'est un de mes bons moments dans ce podcast-là. Vous pouvez vous abonner sur toutes les applications de podcast ou sur YouTube, sur le channel Catherine Dorion. Sinon, c'est Nous ne sommes pas seuls, toutes les applications de podcast. Fait que bonne écoute. Salut Célestine, ça va bien? Salut Catherine, ça va très bien toi? Oui, je suis contente que tu viennes. Célestine, tu es une militante pour le climat, une militante féministe. Tu as 16 ans, tu es en train de finir ton secondaire à l'école Perrault. Ouais. Tu vis au centre-ville de Québec depuis toujours. Tu es super impliquée dans la ville. On s'est connus pendant la campagne électorale, pas mal plus. Ouais, voilà. Tu as mis du temps pour la campagne de Tachereau et de Jean Lesage. Puis je voulais qu'on jase parce que y a des mouvements qui se passent à Québec. Tu as fait partie de celui de la dernière campagne. Tu as fait partie de mouvements vraiment concrets qui se sont passés dans la dernière année et encore aujourd'hui. Puis je vais te poser des questions là-dessus. On t'a connu dans Média Plus quand tu étais comme la porte-parole du mouvement des Carrés jaunes à Québec ou de Perrault? Tu étais la porte-parole? De Québec. Okay. D'abord de Perrault. Mais le mouvement était très, très fort à Perrault et on sentait qu'il y avait vraiment peut-être un nœud un petit peu dans cette école-là qui, on va pas dire qui dominait, mais qui était un petit peu en surplomb de tout le reste de ce qui se passait dans la province. Et à la base, c'était un mouvement local. Fait qu'on voulait faire changer les choses dans notre école. Ah ouais, tant mieux s'il y a d'autres écoles qui ont suivi, si le mouvement a rayonné. Mais quand ça l'a changé à notre école, on a eu l'impression que notre mission de base était accomplie. Donc oui, c'était un petit peu des deux. Puis dis-moi donc, c'était quoi? On en reparlera après, mais rapidement, c'était quoi les Carrés jaunes? Les Carrés jaunes, c'était un mouvement qui visait vraiment à rendre le code vestimentaire dans les écoles égal entre les hommes puis les filles, là, de faire en sorte qu'il n'y ait pas certaines règles appliquées seulement à un genre et pas à l'autre. Par exemple, les garçons, on les voyait beaucoup avec des grandes camisoles échancrées, avec des jeans descendus à la moitié des fesses, avec les boxers qui sortaient de tous bords, tous côtés. Mais nous, si on voyait une bretelle de brassière, on devait retourner à la maison changer, par exemple. Donc, il y avait une vraie distorsion dans le code vestimentaire et on a considéré avec quelques filles de l'école et ensuite plusieurs filles de l'école, même des garçons, que ça n'avait aucun sens. Donc on pourrait y revenir tantôt, mais notre but c'était vraiment de faire en sorte que notre école, qu'on aime beaucoup, n'encourage pas la culture du viol à travers ses règlements. Super, j'ai hâte de t'en entendre parler. Là, pour l'instant, tu es en train de... Je te vois super active sur Facebook et dans la rue. Tu es en train de participer avec d'autres jeunes à organiser Pour le futur Québec, qui ressemble à ce qui se fait à Montréal pour le futur Montréal, qui a été finalement dans la lignée de ce que Greta Thunberg... Ouais. C'est ça, a lancé son appel et qui fait la grève tous les vendredis. Puis là, tous les vendredis après-midi, vous êtes devant le Parlement, une gang de jeunes, puis vous faites grandir le mouvement. Raconte-moi comment ça a commencé, puis où est-ce que vous en êtes? Ça a commencé dans l'énorme mobilisation du 15 mars. Donc, on le sait, le 15 mars, il y a eu une grève mondiale. Ça se mobilisait partout sur la planète. C'était vraiment l'apogée un peu des derniers mois du mouvement de Greta Thunberg. C'était quelque chose de gros. On sait qu'on a été 150 000 à Montréal et plusieurs millions sur Terre. Fait que c'est vraiment quelque chose de gros. Et on s'est rendu compte que c'est beaucoup les universités qui participaient au mouvement, qui avaient, surtout au Québec, un très, très grand momentum chez les universitaires, que la planète s'invite à l'université, donc le collectif qu'il y a dans les universités au Québec prenait énormément d'ampleur. Mais on voyait que les jeunes du secondaire ne se sentaient pas vraiment concernés par ce qui se passait. Et on a été une petite poignée de jeunes. Au départ, ça s'est passé beaucoup à mon école, donc à Joseph-François Perrault et à d'autres écoles aussi de la région de Québec, de vouloir faire de la grosse mobilisation sur les médias sociaux pour encourager les jeunes à aller manifester le 15 mars.
Fait qu'on s'est rendu compte que ça avait plutôt bien marché. Les jeunes du secondaire sont sortis dans la rue, autant à Québec qu'à Montréal, un peu partout. Ça sortait, ça criait. On sentait qu'il y avait une réelle volonté de faire changer les choses dans la rue, de faire changer les choses sur le terrain, dans le concret. Et on n'a pas voulu que ça s'arrête. On a voulu que ce soit seulement un début. On se considère peut-être un petit peu comme en 2010-2011 par rapport à 2012. Là, on sent qu'il y a quelque chose qui se prépare, que ça va être gros, que le mouvement va être provincial, mondial, et on sent qu'on est seulement sur une pente montante en ce moment. Et c'est ça qu'on veut créer, c'est ça qu'on veut encourager, c'est ça qu'on veut arroser de toutes nos forces. Fait que là, après le 15 mars, vous avez dit, OK, vous vous êtes rencontrés. Comment ça a marché là, pour que Donc, vous en fait, c'est 2 garçons, Jouan, qui est en mon école, à Joseph-François Perrault, un jeune homme de secondaire 2, et William, un jeune homme qui va, je pense, à l'école de la Seigneurie, qui est en secondaire 5, qui était un petit peu les gestionnaires de la page Instagram, ceux qui ont fait vraiment le plus gros morceau de la mobilisation pour le 15 mars, qui ont décidé de ramasser des jeunes engagés dans la province, non, mais dans la ville de Québec, dans les alentours, pour faire une première rencontre, pour voir où on se situait là-dedans, qu'est-ce qu'on voulait créer, comment on voulait le créer. Ils ont fait ça à travers leur page Instagram. Ils ont dit, là, ceux qui veulent venir avec nous autres, venez. C'est quoi la page Instagram? Pour le Futur Québec. Okay. Donc, c'est notre page Facebook aussi. C'est rendu pas mal gros? C'est rendu pas mal gros, là. Oui, plus de 1000 abonnés, mais plus de vues encore sur nos vidéos de promotion. Super! Puis on est en contact avec beaucoup de collectifs environnementaux à travers la planète, mais aussi en France, en Europe. Et on s'est rencontrés, donc, un mercredi soir, comme ça, une première fois. On était, je pense, 18 jeunes de plus de 10 écoles différentes, là, mais c'était vraiment un premier briefing, un peu, on se rencontrait, on discutait, on parlait de la manif, on faisait un retour un peu sur ce qu'on voulait créer ensuite. Et de là est parti le collectif pour le Futur Québec. Donc là, on a fait notre premier sit-in devant l'Assemblée nationale un vendredi après-midi, où on était une petite dizaine. Mais on était là, on a fait des vidéos de promotion aussi ce jour-là. On a filmé pour faire de la mobilisation. Là, vous l'avez fait tous les vendredis depuis. Jusqu'à là, jusqu'à ça continue. Ce moment, ouais, voilà. Là, vous êtes rendu à combien à peu près? On est une petite centaine devant l'Assemblée nationale chaque vendredi. Et c'est pas tout le temps les 100 mêmes personnes. Donc, on le sait qu'il y en a des représentants du collectif qui viennent parfois, d'autres qui viennent parfois pas. Tout dépend aussi. Donc, évidemment, c'est une grève. Donc, si on a des examens, il y a certaines personnes qui vont préférer aller dans leurs examens plutôt que venir manifester. Mais c'est quelque chose qui commence à devenir un petit peu une tradition, à rentrer dans l'habitude. Les gens savent, il se passe un sit-in devant l'Assemblée nationale les vendredis après-midi. Si j'ai envie d'aller dire mon opinion, j'y vais. Donc, juste tantôt, j'ai croisé des filles dans le bus de mon école qui s'en allaient vers la manifestation. Parce que là, en ce moment, il y en a une. En ce moment, oui, voilà, il y a un sit-in maintenant. Mais là, comment ça... Moi, je pense à quand j'étais au secondaire. Déjà, je vous trouve hallucinant parce que j'étais vraiment pas politisée à ce point-là, rendu là. Je trouve ça... ça me donne vraiment beaucoup d'espoir de voir que des jeunes aussi jeunes sont aussi conscientisés puis aussi politisés. Puis je me dis, crime... on est en affaires, si ce monde-là... C'est des gens comme toi qui nous motivent, Catherine. Ah, t'es fine. Mais qu'est-ce qui, tu sais, comment ça se passe? Les profs, la direction, qu'est-ce qui... Tu t'en vas de l'école? C'est la réponse que je vais donner, c'est pas la réponse... c'est pas la réponse générale que je donnerais si j'étais à n'importe quelle école. À mon école, c'est encourager. Donc, on a un concept qui est en train de se créer, donc des retenues militantes. Des professeurs bénévoles qui vont prendre les étudiants qui étaient allés faire la grève les vendredis après-midi pour les amener dans un local de retenue aux heures de retenue, mais au lieu de faire une retenue puis de rester là à rien faire puis de perdre son temps, ben on écrit des lettres ouvertes pour les gouvernements, on écrit des lettres pour les médias, on s'organise pour voir comment est-ce que l'école peut nous soutenir davantage dans nos actions. Ça, c'est une initiative de profs bénévoles? C'est une initiative d'une professeure d'histoire-géographie de mon école qui nous a toujours soutenus dans nos actions, qui sent vraiment que c'est important que les jeunes se politisent, surtout aujourd'hui, alors qu'on est un petit peu à midi moins une. Elle vous donne une retenue parce que vous n'êtes pas venu le vendredi après-midi, puis elle pourrait vous faire copier des phrases de dictionnaire. Exactement. Et à la place, elle dit non, on va se politiser davantage, comprendre davantage notre combat. Et c'est extrêmement bien que ça se passe à mon école parce que... Tu sais que ça peut faire chialer du monde, là. Tu sais qu'il y a comme des gens qui vont dire dans les médias « Ça n'a pas de bon sens qu'il fasse ça, puis c'est pas son rôle, puis ça. » Mais moi, je trouve ça fou quand ils disent ça parce que dans le fond, attends, là, on est en train de dire « Ah,
les jeunes doivent apprendre la vie civique, ils doivent apprendre l'économie, ils doivent apprendre c'est quoi la politique, comment on fait des CA, des assemblées générales, puis mais la politique, c'est pas une affaire neutre qui se passe comme ça. C'est un lieu de lutte. Des fois, c'est des luttes qui sont décomplexées, positives. Des fois, c'est plus rough. Mais c'est ça, la politique, c'est d'être capable d'entrer dans l'espace public puis de dire, OK, nous, on tient à ça. Puis il va falloir qu'on manifeste le fait qu'on y tient puis qu'on se batte pour, tu sais. Fait qu'apprendre aux jeunes à prendre leur vie civique, sociale, politique en main, c'est leur apprendre à lutter. Pour moi, c'est ça, là. Et c'est surtout la preuve que les jeunes décident d'aller dans ces retenues-là. On pourrait très bien décider de ne pas y aller, puis se mettre en confrontation avec notre école, puis décider que l'école, c'est pas nos amis, comme se passe dans certaines autres écoles de la région de Québec en ce moment. Mais au contraire, on y va en retenue. On reprend le temps qu'on a manqué à l'extérieur de l'école en manifestant pour construire davantage notre tête, notre esprit critique, créer encore plus quelque chose de beau, mais en collaboration avec l'école. C'est ça qui est beau. Dans la lutte environnementale qu'on vit en ce moment, et à mon avis, dans toutes les luttes sociales qui peuvent avoir lieu, c'est important qu'il y ait une cohérence entre les différents êtres humains, entre les différents joueurs de cette lutte-là. S'il n'y a pas de communication, si on est seulement en confrontation, si on est seulement en guerre un peu, ben ça va seulement stagner, ça va se rencontrer, mais ça va jamais avancer. C'est sûr que tu parles de l'énergie, mais des fois, c'est inévitable. Des fois, c'est inévitable, et quand c'est évitable, ben vaut mieux saisir l'opportunité d'éviter cette confrontation-là, de se prendre la main puis de marcher ensemble. Puis comment tu sais de comment ça se passe dans d'autres écoles où c'est plus confrontationnel? On a eu des histoires assez horribles de ce qui s'est passé le 15 mars. On sait qu'il y a des écoles qui ont voulu barrer les portes de l'intérieur. Je pense que ça s'est pas fait, mais c'est quelque chose qui s'est discuté quand même. Pour pas que les jeunes aillent manifester. Pour pas que les jeunes aient manifesté. Justement, des écoles où il y a des retenues pour tous les jeunes qui vont manifester, ou tous les jeunes qui étaient absents le vendredi après-midi, peu importe la raison. On présumait qu'ils étaient allés manifester, donc ils allaient en retenue immédiatement. Des directions qui refusent de discuter ou d'avoir une collaboration un peu avec leurs élèves. Mais aujourd'hui, on a eu des discussions en fait avec les différentes directions des écoles impliquées dans Pour le futur Québec. Des discussions sur le pacte de l'école. Donc, le pacte de l'école qui est un peu une retombée là, du pacte de Dominique Champagne. Explique-moi donc, c'est quoi? C'est un pacte que peuvent signer les écoles. Donc, ben, déjà, le pacte de Dominique Champagne, c'est un pacte citoyen qui est pas comme une pétition, mais qui est comme un engagement. Quand on signe le pacte, on s'engage à faire tout ce qui est en notre possible en tant que citoyen, en tant qu'individu, pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Et le pacte de l'école, c'est la même chose, mais pour l'établissement scolaire. Alors, quand la direction ou le CA décide de signer le pacte, ça veut dire que l'école s'engage à faire tout ce qui est en son pouvoir pour limiter les émissions de gaz à effet de serre des écoles. Okay. Et c'est des discussions que les représentants de Pour le futur Québec ont eues et ont en ce moment avec leurs écoles pour faire en sorte que toutes les écoles impliquées dans le mouvement... C'est le mouvement étudiant du secondaire qui prend le pacte pour les écoles puis qui va le porter à la direction. Exactement, pour faire en sorte que les établissements signent le pacte et disent « on vous appuie, oui, comme école, on va faire tout ce qui est à notre pouvoir pour faire du compost, du recyclage, mieux trier nos déchets, peut-être faire des jardins urbains devant notre école, ce qui se passe à Perrault en ce moment. » Donc, vraiment quelque chose de collaboratif. Là. On ne veut pas être en confrontation, on veut être en travail commun avec les citoyens que sont les professeurs, que sont nos directions. Ouais. On est tous humains au fond. Oh, oui, c'est clair. OK, fait que là, vous êtes en train de monter ça. L'espoir, c'est que de plus en plus de monde, à chaque vendredi après-midi, puis là, plus juste les gens du secondaire, mais cégep, université, puis citoyen ordinaire. Voilà. Dans ton idéal, là, ça se développe comment? Moi, je pense qu'il y a quelque chose de gros qui se passe. Donc, et c'est pas seulement un idéal, c'est quelque chose qui se passe en ce moment. On avait un examen du ministère, donc le 2 mai, sur l'environnement. Le ministère, donc le gouvernement, a décidé de faire écrire une lettre ouverte aux étudiants de secondaire 5 sur l'environnement. Et notre question, c'était, peut-on s'adapter au changement climatique? Et là, quelque chose d'incroyable s'est passé qui va totalement dans le sens de ce que Pour le futur Québec et Pour le futur Montréal veulent. Un groupe Facebook de 34 000 personnes actuellement, de jeunes de secondaire 5, mais aussi un peu de cégep, de secondaire 4, qui s'est organisé pour discuter de cette question-là. Peut-on s'adapter au changement climatique? Donc, ils reçoivent l'examen du ministère, ils reçoivent la question de l'examen du ministère, puis là, ils ont un regard critique là-dessus, puis ils disent « Qu'est-ce que c'est ça? J'ai besoin d'en parler avec d'autres. » Fait qu'ils créent une page Facebook qui s'appelle?
Ça s'appelait Examen du ministère 2019, mais là, on Puis est là, en train de réfléchir à un nouveau nom pour que le groupe puisse continuer à perdurer. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on voit les milliers de jeunes, jeunes 34 000 anonymes, personnes 34 000, des jeunes qui, normalement, se seraient jamais exprimés sur la question, auraient jamais osé s'exprimer dans la vraie vie, mais qui, là, peuvent le faire via ce groupe-là où on sent qu'il y a une solidarité de dire « le gouvernement est hypocrite ». Le gouvernement ne fait rien pour l'environnement. Le gouvernement n'est pas à l'écoute des collectifs environnementaux, étudiants, citoyens qui, en ce moment, dans la province. Et des scientifiques et des experts et non des plus. scientifiques et du GIEC. Le gouvernement ne met pas une scène de son budget dans l'environnement. Et pourtant, nous fait écrire, nous les jeunes, sur cette question-là, comme si on pouvait s'adapter, comme si les changements climatiques, c'était quelque chose qui arrive, mais voyons voir comment l'être humain peut faire en sorte de vivre avec. Et cette page-là qui dénonce... ce qui choquait les jeunes, c'est Ouais. que vous n'êtes pas dans une perspective de s'adapter, vous êtes dans Mais une non, perspective de de lutter changer contre. les choses, Ouais, c'est ça. de faire en sorte qu'on évite ce changement climatique, cette crise-là. Et surtout, si nous, les jeunes, écrivons, donc je pense que la moitié des jeunes du secondaire en ce moment, de secondaire 5, sont sur ce groupe-là, ce qui est énorme. Si on est une soixantaine de milliers de jeunes à écrire une lettre ouverte sur l'environnement, et qu'on sait que par la suite, le gouvernement va rien faire, on sent qu'il y a quelque chose de sale, il y a quelque chose de crasse là-dessous. C'est comme crotté comme idée même, Et, juste l'idée de base. voilà. Et les administrateurs de cette page-là, donc un peu dans le même ordre d'idée de ce que Pour le futur Québec veut créer, souhaitent qu'on continue à s'allier, souhaitent qu'on continue à être ces milliers-là de jeunes ensemble pour créer des actions pour l'environnement, pour dénoncer l'hypocrisie du gouvernement. Déjà, pendant notre examen, on était plusieurs milliers de jeunes à avoir mis un petit point vert à côté de notre nom ou à la fin de notre examen pour donner notre appui au mouvement Le pour petit truc en l'environnement. feutre, là, le symbole? Non, là? pas le rond vert, mais Ok. seulement un petit point vert à la Ok. fin de notre examen pour dire on dénonce l'hypocrisie du gouvernement, ou avoir fait un post-scriptum à la fin de notre texte d'examen pour dénoncer justement l'inaction du gouvernement. Alors, on a vraiment utilisé cet examen-là qui nous était imposé pour dire un message politique fort au gouvernement. Et ça, je pense que c'est des choses qu'en tant qu'étudiant, on peut tous faire. On se fait imposer quelque chose d'hypocrite, d'accord, on le prend à notre avantage, on le prend pour lancer un vrai message. On a été jusqu'à maintenant aussi plusieurs centaines à écrire au premier ministre Legault pour lui dire que les jeunes étaient en total désaccord avec ses façons de faire. Donc, moi, mon idéal, c'est que ça continue. C'est ça la question à la base. C'est quoi mon idéal? C'est que ça continue. C'est que pour le futur Québec, pour le futur Montréal, tous les collectifs environnementaux, des jeunes qui se créent en ce moment, La Planète s'invite à l'université, ce groupe Facebook-là, qui sont seulement les secondaires 5, mais qui peut s'élargir à toute la population étudiante, continue d'exister comme petit comité à plus petite échelle, mais forme une espèce de grande cohésion de collectifs étudiants pour continuer à faire des actions simples, mais frappantes et symboliques, à perpétuité dans les prochains mois, dans peut-être les prochaines années, pour dire qu'on est les futurs voteurs, on est les futurs citoyens, et on est pognés avec la crasse que les générations précédentes nous ont laissée, et ça va pas marcher comme ça. Puis avez-vous, quand vous faites la grève devant le Parlement, c'est à 13h tous les vendredis, vous restez là jusqu'à 15-16 heures. 15-16 heures. Imaginez-vous à un moment donné il pourrait y avoir tellement de monde qu'à un moment donné, ceux qui travaillent arrivent à 17h, à 16-17h, puis que ça continue jusque dans la soirée. Puis... on espère, et on a des plans un peu fous. J'aime ça, aimerait... les oui. plans fous. Et là, je sais pas si c'est brillant de ma part d'en discuter avec une députée, mais nous aimerions peut-être faire une occupation, peut-être à plus long terme, devant l'Assemblée nationale. Un peu comme Occupy. Un peu comme ouais. Occupy, ouais, voilà. On sait pas à quel point c'est réalisable et à quel point est-ce qu'on va avoir les forces policières de notre bord, mais on aimerait faire des actions justement à plus long terme, amener la population à venir s'installer avec nous. On aimerait faire des pique-niques devant l'Assemblée nationale. On aimerait vraiment qu'il y ait une présence populaire le plus souvent possible, le plus longtemps possible et le plus fort possible devant l'Assemblée nationale. Et nos sit-ins, c'est pas des moments où on va crier des slogans, c'est pas des moments où on va marcher, où on Avec va des être pancartes. agressif. C'est des moments où on va être présent. Fait que vous Donc, êtes assis, vous jasez, exactement, vous passez du bon temps mange, au soleil. Il y a même une fois où on a fait une grosse partie de loup-garou. On a encouragé le plus de monde qui était présent au sit-in à venir s'installer. On avait une meneuse et en fait, c'était les pétrolières qui faisaient office de loup-garou contre les écologistes qui faisaient office de président. Donc, on a vraiment fait une partie de loup-garou Excellent. au milieu, en face de la fontaine de Tourny. Donc, des petites actions comme ça qui font en sorte qu'on
on sent qu'il y a un contact qui se crée. On sent que les gens ont envie d'être là. On sent que les gens, ils croient, à un changement potentiel. Et c'est sûr que les actions vont pas arrêter là. Donc, plus il va faire chaud, plus on va aller faire des collectes de déchets, plus on va faire en sorte de compenser le carbone sur les sites de compensation carbone, donc de planter des arbres, en fait, pour compenser nos émissions de gaz à effet de serre. Alors oui, c'est symbolique, mais c'est aussi concret, et c'est ça qu'on veut dire à la population, là. C'est quoi les gros... là, on parle de comment on imagine que ça peut se développer, puis c'est ça aussi, votre organisation vous permet de développer ces projets-là pour qu'ils puissent devenir vrais. Mais après, toi, t'as ta vie, je veux dire, tu vis tes affaires, t'as ta vie, je veux dire, tu vis plein de trucs, là. Qu'est-ce qui est plus tough? Qu'est-ce qui te décourage plus? Qu'est-ce que tu vois comme étant des possibles écueils ou des... Qu'est-ce qui te fait chier quand ça arrive? Il y a tellement de trucs qui me font chier, Catherine. C'est large comme question! Vas-y avec ce qui te fait le plus chier jusqu'à... En ce moment, les luttes se passent beaucoup sur les médias, sur Internet, sur les réseaux sociaux. Et moi, je suis une personne qui adore les contacts humains, qui adore les discussions d'humain à humain, qui adore regarder quelqu'un dans les yeux puis avoir des grosses discussions intenses avec la personne. Je suis une personne qui aime beaucoup se retrouver avec un petit groupe d'amis, puis oui, avoir des discussions politiques, puis oui, avoir des discussions profondes, mais être avec des humains. J'aime la chaleur humaine, j'aime ce que les gens peuvent nous apporter. Et ça, c'est très, très personnel, là. Je parle totalement en mon nom. Je trouve qu'il y a quelque chose de froid, d'impersonnel dans les luttes sociales sur Internet. Ça me décourage un peu. Et je sais qu'aujourd'hui, c'est la façon de rejoindre les jeunes. Et que les jeunes, c'est eux qu'on doit rejoindre si on veut que le peuple se lève un jour, parce que, votre génération, vous êtes dedans, vous allez devenir vieux quand nous, on va devenir adultes, vous avez des enfants, puis nous, vous allez devenir vieux un quand jour. tu vas être adulte, je pas de suite, mais quand j'ai avoir ton âge. Quand j'ai avoir ton âge, Catherine. Okay, ouais. Puis nous, on n'a pas encore d'enfants, nous, on est encore aux études, on a encore le monde devant nous, on n'a pas encore attrapé le cynisme que votre génération a attrapé, je pourrais le dire comme ça. Et on sent qu'on a une énorme responsabilité environnementale. Alors évidemment, notre génération doit être rejointe d'une façon ou d'une autre. Et moi, je trouve ça très, très demandant, en fait, de devoir faire créer, en fait, ce lien-là avec les gens via un écran, via Internet, via les réseaux sociaux. Je rêve d'une lutte de terrain. Je rêve de lutte de rue. Je rêve d'action militante. Je rêve de désobéissance civile. Je rêve de gens qui se fâchent en tant qu'être humain, en tant que corps. Je rêve justement de la présence du corps dans les luttes sociales. Et en ce moment, oui, il y a la présence de l'esprit, mais uniquement via cette espèce de réseau. Je suis tellement d'accord avec toi. Slack, flou. Puis c'est aussi qu'on se dit, sur Internet, c'est utile, on est capable de se dire, on est tous d'accord, voici les points, voici les arguments, OK, on s'entend, la stratégie, ça pourrait être ça. Mais après, dans nos vies tellement pleines, là, dans nos vies tellement pleines de stress, puis de il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, si on fait juste se rajouter un « faut que j'aille à Mané, faut que je m'implique », c'est comme si ça nous vidait trop d'énergie, puis qu'à un moment donné, on risque de pas durer, Mais vrai. Quand tu te retrouves dans la rue, puis que tu réapprends à être ensemble, puis qu'à un moment donné, ça devient tellement le fun que tu as juste hâte au lendemain, tu as juste hâte de continuer, puis le plaisir de la puissance que tu développes à être... moi, je l'ai vécu en 2012 beaucoup, puis même au Sommet des Amériques en 2001, ça a été pour moi des traumatismes positifs. Là, J'étais comme, j'étais avec des gens, on avait une joie commune partagée de sentir qu'on avait une puissance, parce que c'est jamais nous, c'est toujours eux qui font toujours ce qu'ils veulent, puis à un moment donné, quand je dis eux, je parle des puissants, fait que c'est là, à un moment donné, tu fais comme... ouais, mais à un moment donné, tu dis, c'est pas obligé d'être comme ça, puis tu le sens dans ton corps, c'est un enthousiasme qui est profond, puis qui est partagé instantanément, puis ça, tu peux devenir comme un peu addict à ça, mais c'est une bonne addiction, c'est une addiction drogue, à la communauté, puis c'est bon pour la santé, puis c'est, là, les médecins nous disent, allez vous faire masser chez le masseur, on a besoin de se faire toucher dans la vie, c'est bon pour la santé. Tu sais, genre, on fait pitié pour être rendu... des gens, c'est ça, tu sais, passer donc du temps. Il faut tout le temps qu'on aille recours à toutes sortes de petites médications, méditations, toutes sortes d'affaires, parce qu'on n'a plus ces moments-là
de vie ensemble où tout est relâché. Puis ouais, c'est ça, je dois pas être la seule à vivre ça. Moi, quand je suis en lutte Internet, par exemple, quand ça arrive beaucoup avec Pour le futur Québec, beaucoup de messages à répondre, de gestion, création d'événements sur Facebook. On a aussi des rencontres sur Internet, des face-cam, puis j'ai tout le temps une sorte de pression intérieure, je me sens coincée. Tu te sens comme un peu angoissée ici dans ta poitrine? Dès que j'ouvre Facebook, j'ai une oppression dans la poitrine? Je sens que je suis pas bien, j'ai pas envie de vivre ce moment-là où je vais aller lire mes dizaines de messages, puis répondre un par un, puis c'est trop... C'est lent un peu comment ça se fait, c'est pas assez spontané, c'est pas assez cru, ça vient pas assez du fond des gens, c'est tout un petit peu artificiel, puis ça m'angoisse. Et les moments qui me donnent envie de continuer à m'impliquer, qui me donnent envie de continuer à lutter puis à militer, c'est les moments de magie où je suis avec des gens, où on se bat ensemble, où on marche dans la même direction, où on est fort, où on est puissant, puis où c'est nous qui sommes forts et puissants, c'est pas l'image de nous sur Internet. Fait que ça, là, tu me demandais qu'est-ce qui me faisait chier. Ça me fait chier que la présence humaine se désagrège au profit de la présence Internet. C'est pas juste Internet aussi qui a fait qui nous a comme enlevés les uns aux autres. Moi, j'ai l'impression qu'Internet puis les réseaux sociaux sont arrivés à un moment où ça faisait déjà un bout que on parle d'individualisme puis d'atomisation des sociétés. Puis c'est arrivé à un bout où on était déjà comme un peu désemparés face à la perte d'aisance, de savoir-faire, d'être ensemble qu'on a toujours eu à travers les millénaires. Mais là, quand Internet est arrivé, ça répondait à un tel manque qu'on s'est pitché là-dedans en disant « Ah, ça, ça répond, c'est comme un succès d'année à la vraie communauté. » Mais moi, je vois ça, c'est profondément politique, tu sais, ce que tu trouves dommage, là, qu'on soit pas ensemble. Là. Moi, c'est pas mal un des points focaux de mon engagement politique. Là, tu sais, je parle souvent de la culture, mais dans le fond, la culture, c'est quoi? C'est tout ce qui existe entre les gens, que plus tu passes du temps ensemble, plus c'est riche, puis plus c'est touffu, puis plus il y a du symbole, puis de la valeur, puis de l'amour, puis de la tendresse, puis des histoires, puis tu sais, des choses... c'est comme une grosse panoplie d'inside, puis c'est majeur, c'est ça la culture, mais quand on en a plus, puis les Autochtones nous ont assez raconté quel dommage ça peut faire à l'individu quand la culture se fait maganer. On devrait les écouter, puis je trouve prendre comme acte du fait que ça se peut, tu sais, si on continue à laisser, je disais que c'était profondément politique, si on continue à laisser l'obsession du travail, puis le capitalisme néolibéral qui dit genre, ce qui est important dans ta vie, c'est ta carrière, après ça, tes activités, ça va être de consommer. Ta consommation. Ouais, puis tu vas arrêter... Tu peux plus aller cogner chez le voisin parce qu'il est sûrement occupé, parce qu'il y a sûrement plein de choses à faire, parce qu'on a plus le temps. Parce qu'il travaille, il consomme, puis il ferme sa gueule. Ben, ça, c'est les graffitis qu'on voit, ouais. C'est ça, tu sais, fait que on vit dans un système qui nous isole, qui nous sépare les uns des autres, puis quand tu parles de qu'est-ce qui te dérange là-dedans, je me dis, ça, c'est comme un bon exemple on parle de l'individualisme ou de l'atomisation des sociétés comme de quelque chose de bien, un terme théorique dans les airs, mais dans le vécu, c'est ça, c'est qu'on s'ennuie les uns des autres, mais on sait plus comment recréer l'habitude d'être ensemble qu'on a besoin. C'est comme une hygiène, on en aurait besoin. Tu sais, quand tu vas en Amérique latine ou à Cuba, ou tous les soirs, genre, je sais pas moi, vers l'heure du souper jusqu'à ce que le monde se couche, t'as des endroits encore dans le monde où toute la communauté, tous les âges différents, tout le monde se rassemble à une place pour ne rien faire ensemble. Puis il se passe plein d'affaires qui ne servent à rien, qui sont pas pour faire de l'argent à personne. Tu sais, c'est ça. Puis quotidiennement, imagine-tu comment ça doit changer la vie. Ça doit tellement être puissant parce que le sentiment d'appartenance, là, je pense que c'est quelque chose dont on a besoin comme être humain. Ben oui. Si on sent qu'on est tout seul, puis qu'on est tout seul à dire ce qu'on dit, tout seul à penser ce qu'on pense, tout seul à ressentir ce qu'on ressent, en sachant très bien rationnellement que c'est pas le cas, mais irrationnellement, émotivement, sentir qu'on est tout seul. Moi, je pense que ça peut rendre malade quelqu'un. Je pense que c'est la pire des atrocités qu'on peut faire autant à un corps qu'à un esprit humain. Et c'est ça que moi, j'espère qu'il se recrée un peu, autant avec ces sit-ins-là qu'avec les manifestations, qu'avec les actions militantes. Puis ça, c'est un gros momentum, là, en ce moment, la crise climatique qui fait en sorte que ça se mobilise partout, puis que il y a un sentiment d'urgence dans la rue, il y a un sentiment d'urgence sur les internets, puis il y a un sentiment d'urgence et ça rapproche les gens. Et moi, je suis une très grande socialiste. Je pense que l'avenir des sociétés se retrouve justement dans la communauté, dans la réduction des échelles, dans la consommation locale, dans l'agriculture urbaine, justement dans la création de communautés,
d'autarcie, d'autosuffisance qu'une communauté peut avoir, mais peut avoir de solide. Là. Parce qu'aujourd'hui, on parle de communauté. Je suis aussi, pour les mêmes raisons, réduction d'échelle, très Explique-moi qu'est-ce que tu veux dire par réduction. Ah oui, puis parle-moi d'indépendance du exactement, Québec, mais oui. vas-y. Ce que je veux dire par réduction d'échelle, ce que je veux dire, c'est qu'on est tellement rendu d'humains sur Terre que 8 milliards d'êtres humains, ça se gère plus. Les sociétés qui se gèrent bien, c'est des sociétés qui sont petites, avec peu d'individus, mais dans lesquelles il y a une cohérence. Et aujourd'hui, par exemple, il y a tellement des grands pays, des grandes puissances où il n'y a pas de cohérence à travers les individus d'une même nation. Et pourquoi est-ce que je suis indépendantiste? C'est justement pour recréer une cohérence de peuple, recréer de la culture, recréer cette impression de communauté, ce sentiment d'appartenance, cette impression qu'on fait partie d'un tout. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça que ça crée aussi, je pense, les médias sociaux, l'individualisme, la consommation de masse, la mondialisation à outrance. Je pense que ça crée cette perte d'impression qu'on est une communauté. On a l'impression qu'on est juste un individu à travers une multitude d'autres individus. Tandis que non, on est un individu et on est une pièce du casse-tête et tous les autres individus sont une pièce du casse-tête et par ces pièces de casse-tête-là qui s'emboîtent les unes aux autres, on fait ce qu'on appelle une communauté, ce qu'on appelle une culture et c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Moi, je pense que c'est lutter pour notre futur, pour l'environnement, pour la survie de la faune, de la flore, ça va dans le même sens de recréer de la communauté et de la culture. Puis, quand tu parles d'indépendance du Québec, tu sais, beaucoup de monde disent « Ah, mais certains disent c'est un projet de vieux boomer. » D'autres vont dire c'est un projet raciste. Ouais. Parle-moi de ta version. J'aime beaucoup répondre à cette question-là que je me fais poser parfois quand même en tant que jeune indépendantiste. Je me fais dire oui, l'indépendance, on en parle encore. Je me fais surtout dire ça par des vieux, on va se le dire. Ah oui. Par les jeunes, je me fais plutôt dire oui, l'indépendance du Québec. T'es sérieuse? Oui, pas... totalement. Ah ouais. Ce que je réponds, c'est que les générations avant nous ont connu l'échec. Ceux qui ont voté au référendum en 80 et qui ont aussi voté au référendum en 95. C'est une génération, toute une strate de génération. Les très forts péquistes, là, qui sont aujourd'hui les boomers, les 50 ans et plus, ont vécu un échec, mais double, et un échec cuisant, et un échec serré. Et ensuite, votre génération, donc les plus jeunes adultes, ou les gens plus dans la... entre vingtaine, quarantaine, sont des gens qui ont vu leurs parents échouer, veut pas. Qui ont grandi avec cette idée-là dans leurs cours d'histoire, dans les histoires que leurs parents leur racontaient, on a essayé, ça n'a pas marché. Et ma génération, donc ceux qui ont entre 10 et peut-être 25 ans en ce moment, sont une génération qui n'ont pas connu cet échec-là, qui ont des parents qui commençaient à voter peut-être en 95 ou qui ne votaient pas encore. Puis nous, on n'a pas vécu d'échec, on a seulement devant nos yeux les 1000 possibilités de qu'est-ce que pourrait être un Québec fort, qu'est-ce que pourrait être un Québec inclusif, qu'est-ce que pourrait être un Québec vert, qu'est-ce que pourrait être un Québec de fête. On voit ça sans avoir vu l'échec. On le sait, l'échec, on le connaît, on l'a vu dans nos livres d'histoire. Mais ça reste de l'histoire. Mais ça reste dans le passé. Mm-hmm. On peut s'inspirer des erreurs qu'ont faites les générations avant nous pour faire en sorte de ne pas les refaire, ces erreurs-là. Et ce que je réponds à ceux qui disent que c'est un mouvement raciste, le mouvement indépendantiste, je pense qu'il y a des indépendantistes racistes, nationalistes. Je pense que ça existe, on peut pas le nier. Ben oui. Surtout ici dans la capitale, on en a une très bonne proportion. Mais ce qu'on veut avec un Québec libre, un Québec indépendant, c'est pas du tout un mur, c'est pas du tout un repli sur soi-même. On le sait que des fois, on s'entend beaucoup mieux entre voisins qu'entre colocataires. Quand on est avec quelqu'un, et là, je fais un peu une métaphore avec le Québec, le Canada, c'est comme si le Canada était notre grand frère, notre grande sœur en ce moment, puis que nous, on avait encore peur de s'émanciper, on avait encore peur de prendre notre propre voie. On suit encore les traces du grand frère, de la grande sœur qui, oui, nous a aidés, qui, oui, fait partie de notre histoire, qui, oui, a fait en sorte que le Québec est devenu ce qu'est le Québec aujourd'hui, mais qui suit pas exactement la même route que nous, puis avec qui on s'entendrait peut-être mieux si on déménageait, puis si on se voyait seulement à Noël. Ouais. C'est une grosse métaphore, mais le but d'être un Québec en tant que pays, en tant qu'État, c'est pas du tout de couper les liens avec le Canada. Au contraire, c'est de
de faire en sorte qu'on soit les égaux des Canadiens, de faire en sorte qu'on ait maintenant une conversation d'égal à égal, d'État à État, et non une relation de force un peu. En ce moment, le Canada a une relation de force sur le oui, Québec. c'est ça, depuis toujours, en fait. Depuis toujours, voilà. Mais ce que je trouve intéressant dans ça, puis de t'entendre parler de ça, puis quand tu me dis que ça pogne dans ton entourage, c'est que... ce que peut-être je trouve, mon milieu aussi, là, mais... Oui, bien c'est sûr, on est toujours dans des milieux, ça c'est sûr, mais en même temps, les milieux changent de taille, tu sais. Des fois, tu sens qu'un milieu est en expansion, avec des idées en expansion, puis d'autres moins. Mais moi, ce qui me fait plaisir dans le fait que cette idée-là puisse revenir, c'est que moi, je suis vraiment indépendantiste aussi, puis c'est quelque chose que je ne vais pas lâcher. Là. Ça a beau être démodé ou ça a beau être... Je vais toujours travailler pour que ça grandisse. Puis en ce moment, je me dis, on s'est tellement fait traiter de raciste, les indépendantistes, depuis le début, même à l'époque où ils ne l'étaient pas. Puis là, on dirait qu'à un moment donné, c'est comme devenu un peu... c'est devenu mêlé, tu sais, le nationalisme, la peur de l'islam, puis l'indépendantisme, c'est comme devenu un peu mêlé. Puis là, je me dis, crime, il y a moyen de réveiller chez les plus vieux les plus belles années de leur vie politique. Tu sais, il y a moyen de dire, vous avez fait tellement des beaux mouvements. Puis tu sais, les indépendantistes de la Révolution tranquille, c'était pas du monde qui avait peur de l'islam, là. Non. C'était des gens qui étudiaient Frantz Fanon, l'auteur de la décolonisation africain, puis qui lisait Che Guevara, puis qui allait s'entraîner avec les Black Panthers, puis le mouvement de... Comment ça s'appelait? Le Front de libération nationale en Algérie, puis il allait voir du monde en Palestine, puis toute la décolonisation dans le monde entier, il y avait des solidarités avec eux. Ça faisait partie de ce grand mouvement-là. C'est ça, tu sais. Totalement. Fait que c'est un mouvement... Puis il y avait toutes sortes de monde. Il y avait l'évêque, puis Godin arrêtait pas de faire appel aux ce qu'il appelait à l'époque les communautés, les minorités ethniques, pour dire genre, venez, vous allez cofonder un pays avec nous. Créons quelque chose ensemble. C'est ça, tu sais. Recréons quelque chose de plus beau, de plus fort. C'est ça. Puis fait que, tu sais, dans le fond, les plus beaux moments de l'histoire indépendantiste du Québec, c'était un mouvement qui était profondément antiraciste, inclusif, puis full à gauche. Puis l'idée, c'est de dire, l'idée, c'était de dire, le Québec doit appartenir aux Québécois pour qu'on puisse créer quelque chose qui nous ressemble avec. Ouais. C'était pas aux Québécois pour qu'ils soient pas personne d'autre. C'était parce que nous autres, on veut pouvoir avoir l'espace de création de ce qu'on veut être. J'ai une théorie là-dessus, moi, sur pourquoi est-ce que ça s'est entremêlé, l'islamophobie, le nationalisme, l'indépendantisme. Moi aussi, j'en ai une. OK, on va les comparer. Comparons. On le sait, dans les derniers mois, là, la CAQ a mis beaucoup l'attention sur la laïcité, même avant le PQ, il y a quelques années, avec sa Charte des valeurs. On a beaucoup de parler de laïcité. Et évidemment, il y a de l'immigration, parce que c'est la guerre au Moyen-Orient, qu'on le veuille pas. Il y a des êtres humains qui ont besoin de continuer à vivre et donc qui bougent. Et j'ai l'impression qu'il y a des gens, des puissants du gouvernement, par exemple, qui ont souhaité peut-être volontairement amalgamer les choses. Volontairement, puis là, je vais pas pointer la CAQ du doigt, mais peut-être un peu quand même, qui ont volontairement voulu faire en sorte que on va parler de laïcité, on va détourner l'attention des choses importantes, on va détourner l'attention du capitalisme, de la société de surconsommation. Du fossé entre riches et pauvres. Du fossé, exactement. On va séparer l'attention de la perte de culture, de l'inégalité entre toutes sortes de castes de personnes. Et non, on va parler d'un sujet qui n'a pas particulièrement d'importance, la laïcité, un sujet qui est réglé en Europe, un sujet qui est un sujet, à mon avis, de surface, qui ne va pas en profondeur, qui ne parle pas des vrais problèmes. Et on va, dans un sens, transformer le fait d'être québécois en le fait d'être québécois de souche. Et ça vient avec le fait que la CAQ semble Mais eux vont se défendre, eux disent tout le temps, c'est pas ça, vous dites qu'on est raciste, qu'on veut juste être des Québécois de souche. Non, puis quelque part, c'est vrai, ils disent... C'est juste qu'on veut pas de religion le moins possible, tu sais. Mais ça, je veux dire, je veux pas de religion le moins possible, mais il faut choisir ses combats aussi, là. Puis la laïcité, à la base, c'est pas de religion dans l'État. Mais en ce moment, on parle tellement de laïcité que la religion a une influence sur l'État puis sur ce qui se passe à l'Assemblée nationale. On jase juste de religion à l'Assemblée nationale. Je sais pas, moi, je suis pas là. Ouais. Mais en tout cas, dans les médias, on parle juste de religion. Fait que veux pas, en ce moment, la religion ou cette peur de religion ou cette volonté que la religion n'ait plus d'influence sur la politique a une énorme influence sur la politique. Moi, je trouve ça vraiment hypocrite de dire que ce projet-là est un projet pour la laïcité. On vit déjà dans un État laïque. Puis ils nous font paraître comme du monde qui sont anti-laïcité. Pas en tout. Le monde, tu sais, la gauche qui est comme inclusive. La gauche inclusive est laïciste aussi. Mais là, tu dis que la laïcité, c'est d'empêcher du monde de travailler parce qu'ils portent des signes religieux. Puis là, c'est là que nous autres, on fait comme non, la laïcité est déjà réalisée. Mais en fait, là, c'est hypocrite parce que si tu dis
Dans le fond, pourquoi la laïcité est arrivée? Pourquoi il y a longtemps, il y a des décennies, des gouvernements ont dit qu'il faut réaliser la laïcité? C'était, on veut pas que des religions soient dans les couloirs du gouvernement à influencer le gouvernement sur quelle loi devrait être faite. OK? Fait que ça, on a séparé ces pouvoirs-là, puis non, les religieux, vous venez plus décider dans les couloirs de l'Assemblée nationale qu'est-ce qui va se passer. Mais qui, aujourd'hui, est dans les couloirs de l'Assemblée nationale à pousser fort sur le gouvernement, puis sur les députés, puis sur les ministres pour décider ce qui va se passer? Des lobbyistes, il y en a des dizaines par député. Ouais, c'est l'argent. Fait que, tu sais, pour moi, si tu veux vraiment parler de laïcité, parle de la religion de l'argent qui, en ce moment, est tellement vraiment mélangée avec le pouvoir de l'État, tellement fort, comme l'Église ou les églises, ou l'islam en ce moment dans d'autres pays, ou, tu sais, comme dans d'autres pays où c'est pas la laïcité. Arrête de focusser sur un truc. Ils sont pas là. Ils ont pas... Ah, mais aujourd'hui, la façon dont le capitalisme évolue, j'ai l'impression que ça évolue comme une religion, en fait. C'est un dogme. Le dogme qu'il faut produire, il faut qu'il y ait une croissance. Sinon, il y aura l'enfer. Il y aura, genre, tu sais, les bourses vont tomber, il va se passer ci, il va se passer ça, tu sais. Puis, mais c'est une peur... de la même façon qu'une pensée théiste. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas de Dieu. Mais ce Dieu omniprésent, c'est l'argent. Ben, il y a le marché, là. C'est le marché. Voilà. Ouais. Puis... Je trouve que c'est une grosse tendance en ce moment, justement, de vouloir détourner l'attention, parler des religions théistes pour ne pas parler des religions non théistes, puis... Mais ça, c'est moi ma théorie sur pourquoi on parlait d'indépendance, pourquoi ça s'est comme finalement un peu amalgamé avec rejet de l'islam, là, tu sais. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu du monde qui, à un moment donné, ont été remplis d'espoir, puis ont fait monter un mouvement indépendantiste de gauche avec le modèle québécois qui visait à ce qu'à un moment donné, l'éducation soit gratuite pour tous, puis il y avait plein d'autres affaires de ce style-là. Puis qui ont fait des gros chantiers, tu sais, le virage écologique qu'on veut faire, ça sera un gros chantier, mais on l'a fait dans le temps des barrages, puis de tout ça, tu sais, c'était « OK, le Québec, on devient fort, on se fait un projet pour nous ». Puis là, on a créé toutes sortes d'affaires, tu sais, puis c'était super bien. Puis à un moment donné, le vent a tourné dans les années 80, puis là, la gauche a perdu, puis la droite a pris du galon. Puis la droite... Puis là, ceux qui avaient fait le mouvement de la Révolution tranquille, avec l'indépendance aussi, quand ils se sont rendus avec les référendums qui perdaient aussi, à voir à quel point la droite prenait de l'ampleur. J'ai l'impression qu'ils se sont comme découragés puis ont fait « On a tellement tout donné pour réaliser l'indépendance. » Tu sais, c'était gros, là. C'était gros, là. On l'oublie, là, aujourd'hui. On rit de ça, mais 95, c'est pas si loin que ça. Puis les gens étaient tellement mobilisés, là. Des grosses masses dans la rue, puis de l'espoir, puis de l'émotion, puis du poil qui lève. Puis la communauté, là, c'était là, en maudit, là. Puis genre, ils ont dû dire « On a tellement tout donné que si on n'a pas réussi, c'est parce que c'est pas possible. » Ouais. Puis là, ils se sont dit, on peut plus rien réussir. Ils ont bâti un mouvement énorme, puis quand le mouvement a perdu de la vitesse, puis que d'autres mouvements sont arrivés, un mouvement qui disait, là, c'est assez les services publics, l'austérité, puis ouais, il faut se serrer la ceinture, puis il faut que les riches soient plus riches, puis l'important, c'est la croissance, puis etc. Ils se sont dit, bon, ben on n'est plus capable de créer du mouvement, mais ils tenaient encore à l'indépendance, fait qu'ils ont essayé de la coller sur un mouvement qui, là, était à la mode. Puis ils ont vu monter la xénophobie. Fait qu'ils ont comme voulu prendre leur but ultime de faire en sorte que le Québec devienne indépendant et de l'amalgamer avec quelque chose ce qui se passait à ce moment-là. Oui, puis j'ai pour avoir Mathieu Bock-Côté, quand il est venu faire ici à Québec, dans le salon d'un de mes amis à Limoilou, il a fait il parlait de ça, puis j'ai dit, Mathieu Bock-Côté, pourquoi tu tiens à tout prix à lier l'indépendance à toutes tes critiques de l'islam, puis toute l'identité québécoise qui serait menacée par l'arrivée de nouvelles personnes qui ont une culture différente, puis il m'a répondu en gros que c'est parce que là, ça pognait, fait qu'il fallait en profiter. Ben oui. Puis c'était une réponse honnête, tu sais, j'ai respecté cette réponse-là. Il est pas cave, Mathieu Bock-Côté, là. Non, mais en même temps, il est très, très lucide. Mais je trouve que c'est une réponse honnête, mais c'est pas une bonne réponse. Tu dis pas, je fais ça parce que ça pogne. C'est pas une bonne réponse. Non, c'est pas une bonne réponse. Mais en même temps, c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai comme fait bon. Mais moi, ça me fait rire, là. Puis ça vient aussi avec mon impression qu'on veut détourner l'attention de la population des choses importantes. Puis on oublie comment est-ce que le Québec a été créé. Le Québec n'a pas été créé avec des Québécois de souche, là. Le Québec a été créé avec des Européens qui sont venus s'installer au Québec, avec du monde de France, du monde des Royaumes-Unis. D'Écosse, d'Irlande, voilà, exactement. Le Québec s'est créé autour de l'unique immigration d'Européens. Il y a eu aussi... il y a eu des Syriens au début du siècle. Paraît que le nom Simon avec un C, là, c'est un nom syrien. J'ai appris ça cette semaine, oui. Mais donc, l'immigration d'Européens ou de d'autres régions du monde, mais l'immigration, déjà. Et aujourd'hui, on a tendance à considérer que l'immigration,
en tout cas, on a tendance, là, je parle pas en mon nom, je parle au nom des indépendantistes nationalistes qui ont justement cette peur-là de l'islam, cette peur-là des étrangers, qu'on a toujours été québécois, et que donc, de la nouvelle immigration met un frein à cette culture-là québécoise. Mais la culture québécoise, c'est un melting pot de plein de cultures. Et je pense qu'il y en a qui le savent, mais qui ont puis qui sont tout à fait d'accord avec ce que tu dis, mais qui vont dire, oui, mais j'ai un problème avec ceux qui veulent amener leur religion dans des espaces où je trouve que ça n'a pas lieu d'être. Mais je pense quand même, je sais pas si je comprends. Faut penser qu'il y a beaucoup de monde, surtout des plus âgés, qui ont vécu l'oppression religieuse. Oui, bien sûr. Puis qui ont gardé ça en dedans d'eux, tu sais, puis que c'est difficile pour eux autres peut-être de... Nous autres, on est là à leur dire, oui, mais non, la religion en ce moment, nous autres qui nous oppresse, c'est pas celle-là, c'est la croissance, puis le productivisme, puis tout ça, puis, tu sais, d'essayer de... On pourrait se réunir sur une compréhension commune si on s'entendait sur c'est quoi la religion aujourd'hui qui nous menace vraiment, tu sais. Nous autres, Mais sauf que... ils ont peur de ça, mais... Ça n'existait pas, cette crainte-là, dans l'espace public, la crainte de l'islam, parce qu'on s'entend que c'est celle-là la plus visée vraiment et de loin, avant le 11 septembre. Ben oui, c'est vrai. C'est arrivé comme une espèce d'ambiance médiatique qui, finalement, aidait les gouvernements à partir en guerre avec l'appui de leur population dans des pays où, finalement, c'était quoi le but? C'était de contrôler le pétrole, le passage du pétrole, tu sais, fait que ça reste... cet argent omniprésent. Il est tout le temps là. Ouais. Puis, veux-tu rire? On était ici pour parler d'environnement puis d'éducation, puis finalement, on s'est mis à parler de laïcité et de religion. Et je pense vraiment qu'ils ont réussi leur job en voulant nous faire parler juste de ça. Ben écoute, il y a un momentum pour la gauche qui est la crise du climat, puis il y a un momentum pour la droite qui est la peur identitaire. Puis moi, c'est pour ça que je trouve qu'à gauche, il faut que la peur identitaire, là, on l'a vu aussi, tantôt tu dis, moi ça me fait capoter la perte de la culture, la perte d'être ensemble, on parlait du savoir-faire d'être ensemble, tu sais. Pour moi, c'est ça la culture. Puis moi, ça me fait autant capoter de l'idée de sentir qu'on est en train de perdre ça, puis qu'on est en train de perdre, qu'on sait plus comment, puis que, tu sais, fait que finalement, je ressens, sans l'analyser de la même façon, mais je ressens la même peur que l'autre qui capote sur l'arrivée des femmes voilées, tu sais. On a la même crainte parce qu'on vit dans la même soupe où notre culture commune est en train de perdre de la substance. Puis c'est ça qui est fucké, c'est que dans le fond, on est encore le même peuple, mais on est divisé par des discours médiatiques puis des discours politiques. Par une interprétation différente de ces discours-là aussi. Mais c'est vrai, en ce moment, il y a, je pense, une peur puis quelque chose dans l'atmosphère, là, ces dernières années. Et de plus en plus, on le sait, le GIEC a annoncé que le point de non-retour, à son avis, allait être atteint en 2030 pour l'environnement, pour la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. On le sait qu'il y a une urgence, on le sent, et je pense que cette urgence-là fait réagir tout le monde. Je pense que du plus vieux au plus jeune, tout le monde a une impression qu'en ce moment, partout sur Terre, que ce soit la crise migratoire, mais crise migratoire qui est empirée par les réchauffements climatiques, qui est empirée par les catastrophes naturelles causées par l'activité humaine un peu partout sur Terre. On a peur que les gens viennent chez nous, mais en même temps, on veut pas agir. Je pense qu'il n'y a pas encore des neurones qui se sont collés de « oui, mais l'inaction climatique empire la crise migratoire, donc tu travailles pas dans le bon sens en ce moment si tu veux limiter la crise migratoire. » Chez les grandes puissances en ce moment, surtout au Québec, j'ai l'impression... Non, mais les gouvernements sont vraiment en train d'appliquer des genres de plasters, puis ils veulent pas penser aux causes systémiques de tout ça, c'est comme... Le temps long a disparu dans leur tête, là. On est seulement dans une espèce de temps court, immédiat, de mandat de 4 ans, au lieu de voir les choses à long terme, puis de considérer qu'en ce moment, le peuple est en urgence. Et peu importe, et que ce soit conscient ou inconscient, le peuple est en urgence. Et que les gens ne sachent pas pourquoi est-ce qu'ils ont un sentiment d'urgence, s'ils en ont un, et ça se sent. Moi, j'avais jamais imaginé que ce serait plus une page Facebook de plusieurs dizaines de milliers d'étudiants du secondaire qui, tout d'un coup, vivent un même sentiment d'urgence. Et tu le disais tantôt, tu n'étais pas politisé comme on peut l'être aujourd'hui quand tu avais notre âge. Nous, je pense qu'on est une génération de plus en plus politisée quand même, parce qu'on est une génération qui sent que l'urgence, ben, elle va arriver au moment où on va commencer à être adulte, puis il y a quelque chose qui se passe. Puis la question, c'est comment faire pour que cette chose qui se passe, qui est négative si on
considère que ça se passe parce qu'on est en train de détruire des animaux, des plantes, des écosystèmes, qu'on est en train de s'auto-détruire nous-mêmes, mais qui peut être positive dans le sens que si on prend cette fureur-là, cette rage-là, ce sentiment d'urgence, cette peur, et qu'on est capable de la canaliser en énergie positive, en adrénaline, en lutte sociale. C'est ça toute la job du militant. Imagine. C'est ça toute la job du militant. Puis moi, ce que je réalise en ce moment, c'est que, bon, tu parles d'un sentiment d'urgence, c'est une tension, c'est comme une angoisse, c'est tantôt, tu sais, le sentiment de perte d'identité, de perte de contrôle aussi sur son propre chez-soi, son territoire, tout ça, qui est vécu autant par la droite que par la gauche dans la population. Tu sais, dans le fond, il y a des gens qui créent un récit de droite, qui disent « Voici pourquoi tu es en crise puis que tu as peur puis que ça te fait chier. Voici pourquoi. » Puis c'est ça qu'il faut faire pour régler le problème. Puis nous, on va arriver avec un autre récit. « Non, 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 voici pourquoi. » Puis là, tu as des récits qui se font concurrence. Puis militer, pour moi, là, c'est toute la partie que c'est pour ça que je suis contente de voir que de plus en plus les artistes arrivent en politique, parce que pour moi, militer, on a besoin de conteurs, de créateurs de récits qui sont capables de prendre les causes intelligentes étudiées par les experts, données par les statistiques, etc., puis de raconter une histoire qui dépend de ces... Ben, nous autres, on essaie de se fier sur ce qui se passe, de raconter une histoire qui donne envie à tout le monde d'embarquer dedans. Mais je pense qu'on a besoin de rêves. Combien de fois est-ce qu'on a entendu que la gauche, c'est des pelleteurs de nuages, c'est des rêveurs, c'est des utopistes, c'est des idéalistes? Bien, moi, j'ai presque envie d'aller dans ce sens-là. Je pense qu'on a besoin de rêves pour avancer. On a besoin de regarder beaucoup plus loin que la limite du possible pour repousser cette limite du possible-là, faire en sorte que on la creuse, cette limite du possible-là. Et je pense qu'on a besoin de rêve, parce que si on rêve pas, si on reste dans le pur pragmatique, et en même temps, c'est même pas du pur pragmatisme, c'est du pur dogmatisme de l'argent, si on reste dans cette idée-là de « oui, mais on est freiné par nos ressources monétaires, qui sont seulement des ressources conventionnelles, parce que l'argent, ça construit rien dans les faits », on est freiné par des ressources humaines parce qu'on n'est pas capable de payer des humains, blablabla. On peut en dire des conneries par rapport à cet argent-là qui pourrait nous sauver si on en avait plus. Mais en fin de compte, de quoi on a besoin pour créer des énergies vertes renouvelables, pour faire de l'agriculture urbaine, pour créer des transports électriques? On a uniquement besoin de gens qui le font. Ce serait possible, là. Et je dis pas que ça va se faire, parce que je pense qu'on a peur. Oui, mais quand tu regardes tout ce que l'humain fait en ce moment, tout ce que l'humain a fait, c'est ça. Tout ce que l'organisation humaine est capable d'accomplir, on va sur la Lune, là. Je veux dire, on est quand même, on est capable de faire ça, là. C'est vraiment... Mais tu dis on a besoin de rêves. En fait, c'est des rêves très réalisables. C'est pas des utopies, mais on est tagué utopiste parce que le récit, pour l'instant, le récit qui est en avance, c'est que c'est pas possible. C'est que c'est trop dur. Mais c'est pas vrai que c'est trop dur. Mais c'est trop dur à cause que les gens le font pas. Parce que se lever tout seul, là, ça fait peur. Mais il y a aussi, c'est trop dur parce qu'il y a des gens qui ont du pouvoir, qui luttent activement pour qu'on continue à penser que ça se peut pas. Parce que quand tu fais de l'argent comme de l'eau... On y croit. On y croit que ça se peut pas. Bon, je veux revenir au Carré jaune avant qu'on finisse. C'était l'année passée. Vous avez eu quand même une belle campagne. Raconte-moi en quoi tu es fière de ce que tu as fait, de ce qui s'est passé, puis c'est quoi que tu as trouvé difficile là-dedans? Oui. Je suis fière pour plein de raisons. Déjà, je suis fière de où ça nous a menés en tant que mouvement et c'est quoi les retombées de ce mouvement-là. Donc, à mon école, je vous disais François Perrault, les codes vestimentaires ont été assouplis, les demandes du mouvement des Carrés jaunes ont toutes été acceptées. Le code vestimentaire est rendu le même pour les garçons, pour les filles. Il est beaucoup moins contraignant, beaucoup plus grande place à la liberté d'expression. Alors pour moi, c'est une victoire énorme parce que c'était au local qu'on voulait changer les choses à la base. Et ensuite, il y a une motion qui a été votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale l'année passée pour encourager, en fait, pour encourager les directions scolaires à avoir des discussions, une communication avec les étudiants et à encourager justement l'écoute des étudiants, le point de vue des étudiants. Et ça a été une énorme victoire, même s'il n'y a rien d'officiel, même s'il n'y a pas de projet de loi ni rien, c'est pas ça qui est important. L'important, c'est qu'on a senti que le gouvernement appuyait nos revendications, oui, féministes, nos revendications contre la culture du viol et souhaitait que dans les écoles, ça se discute. Alors, ça a été des vraies victoires, des victoires politiques, des victoires sociales, des victoires concrètes. Et ça me rend très, très fière de savoir que ça a pu toucher des gens, inspirer des gens, que mon discours, mais le discours des autres co-porte-parole, le discours des personnes qui travaillaient
dans les coulisses, dans les journaux, les médias qui nous ont poussés jusque-là, ont pu à ce point-là... Marquer, exactement. Ouais. Et qu'est-ce qui a été difficile? Ben, tant de choses, Catherine. La première, je pense, c'est justement les médias. On s'est fait beaucoup de chier dessus quand même par des radios poubelles, par Nathalie Normando qui m'a traité de pute, donc par des personnes qui ont été moyennement gentilles et moyennement délicates envers le mouvement. Je sais que Martineau a été assez violent dans ses propos aussi. Et moi, j'avais 15 ans à l'époque, je me faisais reconnaître dans la rue des fois, je me faisais reconnaître dans le bus, ça m'est arrivé de me faire traiter de pute dans l'autobus aussi. Alors, c'est difficile, et moi, j'avais un peu cette vague médiatique-là, donc je dois le dire, je suis jamais allée voir un seul média pendant toute la vague des carrés jaunes. C'est tout le temps les médias qui venaient me chercher, qui venaient me poser des questions. J'avais des entrevues des fois à 7 h le matin, il fallait que je sois super alerte, puis que je tienne mon discours, puis que je sois tenace dans mes propos. À 7 h le matin quand t'as 15 ans? Exactement. Et ça, c'était difficile à tenir parce que c'était une super grande pression et surtout, je devais parler au nous. Je représentais un mouvement, je représentais plusieurs milliers de jeunes filles dans plusieurs dizaines d'écoles à travers la province. Je recevais des messages d'encouragement, c'est super valorisant, mais c'était aussi difficile de tenir mon bout. Et ça a fini par partir un peu en trip d'ego. On avait un peu des contacts avec des filles de Montréal, des contacts avec des filles d'un petit peu partout dans la province, mais très vite, elles ont demandé, sans consulter les filles de l'école Joseph-François Perrault, en fait, à une fille d'occupation double de devenir la porte-parole du mouvement des carrés jaunes. C'était plus démocratique, il y avait un petit peu des... Chacun voulait en prendre le plus possible, et moi, ça m'intéressait pas que ça devienne quelque chose de magouilleur, un peu, ce mouvement-là. Et quand j'ai su que les codes vestimentaires allaient être changés à mon école, j'ai décidé de me retirer du mouvement. Parce que je sentais pas, voilà, exactement. Je considérais que c'était fait. Et surtout, j'avais vraiment pas envie de, moi, commencer à agir par orgueil. J'avais pas envie de me retrouver là-dedans. Donc, je me suis retirée. Et au moment où je me suis retirée, ben, le mouvement a un petit peu perdu de sa vitesse. Puis ça a fini par... un peu s'évaporer dans l'air du temps. Mais moi, je suis totalement satisfaite de l'expérience quand même parce que ça m'a permis d'être un petit peu connue médiatiquement. Ça m'a ouvert des dizaines de portes. Encore aujourd'hui, ça m'en ouvre. J'ai pu réaliser plein de rêves suite à l'expérience des carrés jaunes et surtout, mes objectifs ont été atteints. Puis en plus, vous avez fait des petits parce que maintenant, les étudiantes sont alertes puis voilà, ils sont capables de... Puis les écoles vont devoir voilà. Donc, écouter les étudiants un peu plus à partir de maintenant. Je pense que c'est une réussite globale, ce mouvement-là. C'est quelque chose qui nous a beaucoup apporté à moi, aux autres filles, et qui a beaucoup apporté dans la réflexion des écoles aussi. Et c'est quelque chose qui a été très difficile. Mais si je veux continuer à faire des médias, de la politique dans la vie, habitue-toi, ma fille. Oui, t'as besoin, tu vas te faire une carapace. Oui, voilà. Merci, Célestine. Merci à toi de l'invitation. Merci beaucoup d'avoir été là. C'était Célestine Oude. C'est un nom allemand, hein, c'est ça? Oui, c'est allemand. Fait que c'est super, t'es vraiment vivante, t'es vraiment intelligente, puis ça donne de l'espoir. Elle a juste 16 ans, pour ceux qui nous écoutent, c'est capoté. Merci de l'invitation, je t'aime beaucoup, Catherine. Moi aussi.